Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, le 109e podcast de la saison, le dernier pour 2020. Donc, on va se retrouver après ça en 2021 et pour clore cette belle saison 2020, on a bien sûr avec nous Arius qui est là. Salut Arius, ça va bien? Arius, t'es là? Salut. Good. Salut, tu m'entends? Ben oui, je t'entends super bien. On va partir donc, Arius, le dernier podcast. LAFC contre Tigres hier soir. LAFC qui a eu quand même un beau parcours, mais qui s'est incliné malheureusement en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Oui, écoute, on a vu une équipe qui s'est bien battue hier soir. Malheureusement, ils ont raté des belles chances de marquer. LAFC viennent de perdre contre une équipe qui a 65 ans d'histoire, que c'est leur premier titre en Ligue CONCACAF. Donc, LAFC a marqué le premier but, mais après 10 minutes, après que à 60e minute, quand LAFC a marqué le but, à la 10 minutes après, on a vu une équipe tigresse qui a répondu rapidement et puis qui a pris le contrôle du match et qui a fini par gagner 2-1. Ouais, et LAFC a eu quand même un beau parcours parce que c'est jamais facile de battre les clubs mexicains, mais LAFC a quand même remporté des victoires contre 3 grandes formations mexicaines. Oui, comme malgré la défaite de hier qui a fait mal à la finale, ça fait toujours mal de perdre en finale, mais on a vu une équipe qui a battu Cruz, qui a battu León, donc 3 grosses équipes dans le championnat mexicain. Donc c'est la première équipe à avoir accompli cet exploit, donc champion à eux, et puis espérons qu'ils vont revenir l'année prochaine en force. Depuis 2008, JF, depuis que ce championnat-là s'appelle la Ligue champion des CONCACAF, la Ligue mexicaine a toujours gagné. C'est toujours une équipe de la Ligue mexicaine. Donc, oui, c'est ça. L'Impact a passé proche, Toronto FC a passé proche, Real Salt Lake a passé proche, mais LAFC cette fois-ci, mais on n'a pas encore réussi du côté de la MLS à mettre la main sur ce titre-là qui est assez prestigieux quand même. Qui est très prestigieux, puis on en parlait la dernière fois, puis c'est vraiment un travail énorme, parce qu'à ce niveau-là, c'est du football international, donc on voit des clubs un peu partout dans toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, donc différents styles de jeu, donc différents niveaux de jeu aussi, donc c'est du beau football. Puis on voit que ça continue à permettre de voir le développement de notre sport. Et c'est super bien, c'est le fun de voir ça. Et je pense que la MLS est en train de progresser. Là, on le voit tranquillement. Tu l'as dit depuis 2008, c'est que des clubs mexicains, mais cette année, je pense que LAFC a vraiment fait peur à Tigres. Je pense qu'ils ont eu des bonnes chances de remporter ce match-là. Carlos Vela aurait pu la mettre dedans là, à 65e minute puis gagner ce match-là. Mais ceci étant, est-ce que tu sens que le calibre se rapproche entre les deux circuits de la Liga MX et la MLS? Mais écoute, je pense que c'est une question d'historique. Je pense que c'est une question d'expérience aussi. Parce que les clubs au Mexique, c'est ça qui leur permet s'ils ont toujours pris cette compétition vraiment au sérieux, puis qui permet à donner une belle visibilité à leurs jeunes, à leurs joueurs internationaux. Et il faut noter que pour eux, cette compétition-là, elle est aussi importante que représenter l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale fait partie quand même du top 10 au monde.
Puis on voit les résultats aujourd'hui. Donc, il y a des grands joueurs qui jouent dans la Ligue mexicaine. Puis hier, on a vu un Jean-Pierre Ginac en très bonne forme. Oui, vraiment. C'est un gars en fin de carrière, mais qui était en très bonne forme et puis qui a fait un super match hier soir. Équipe mexicaine, donc, qui se positionne bien au classement international. L'équipe Canada, elle, de son côté, a fait valoir aujourd'hui sa liste de joueurs invités au camp de sélection. Quand même, 6 joueurs de l'Impact qui sont convoqués. Ça c'est une bonne nouvelle là, pour l'Impact de Montréal. C'est une très bonne nouvelle pour l'Impact de Montréal. Puis ces jeunes-là vont acquérir beaucoup d'expérience. Je pense que le plus expérimenté là-dedans, c'est Kamal Miller, je pense, qui est dans la liste. Et après ça, c'est des jeunes comme Pantemis, Zoran. Pierre est quand même assez expérimenté aussi. Là, Waterman. Donc donc eux, ils vont pouvoir voir un peu comment est le système. Puis je pense que la raison de ce camp, c'est pour préparer la venue des qualifications pour la Coupe du Monde. Puis aussi, il y a aussi les qualifications pour l'Olympique de la CONCACAF, la Gold Cup. Donc, l'équipe Canada doit se permettre d'avoir une bonne profondeur et puis de déjà permettre, avec toute la situation de COVID, on le sait qui empêche bien des choses, mais comme ça qui permet à John Herdman, l'entraîneur-chef de l'équipe nationale, de voir tous ses effectifs et puis de voir comment s'aligner pour Qatar 2022. Parce que là, il y a 6 joueurs de l'Impact qui sont convoqués. Il faut comprendre qu'ils sont convoqués. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être titulaires lors de cette rencontre-là. Parce que on le voit, là, l'équipe Canada, elle progresse. Là. Il y a de plus en plus de talents qui sont au sein de cette formation-là. Là. Écoute, depuis John Herdman est en charge de l'équipe nationale masculine, je pense qu'il fait un énorme travail avec son staff technique en essayant d'avoir le plus de joueurs possible dans sa liste de joueurs à l'international partout au monde, dans le pays et qui jouent ailleurs aussi. Donc, qui va lui permettre d'avoir une bonne idée aussi, c'est quoi ses effectifs, puis qu'est-ce qu'il peut mettre sur pied. Donc, avec cette avance-là qu'il prend, avec les joueurs nord-américains, parce qu'il faut s'entendre que les joueurs qui sont à l'Europe, c'est un peu plus compliqué, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, avec les situations de la COVID, ça le permet de voir déjà les joueurs nord-américains, et puis il a déjà une idée, c'est quoi ces joueurs effectifs qui jouent au plus... Ouais, c'est fort, parce que ne veut pas... il a des joueurs qui jouent en première division en Europe, donc comme John David, qui est un élément très important pour l'équipe nationale. Ben oui, c'est clair. C'est Alphonso Davies également. Alphonso Davies, exactement. Une belle position. L'Impact de Montréal a fait connaître des nouveaux venus dernièrement. Bassong, Mihailovic, Miller. On le voit, Kamal Miller sera sur cette sélection-là de l'équipe nationale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Zoran Bassong sera également parmi les joueurs appelés par John Herdman. Donc, c'est signe qu'on a ajouté des bons éléments chez l'Impact de Montréal, malgré la jeunesse de l'effectif. Malgré la jeunesse de l'effectif, Jean-François, on voit que l'Impact a lancé sa cure de rajeunissement. Oui. Depuis le début du mandat de M. Renard, et on voit aussi avec Thierry Henry, donc, depuis novembre 2019, la tendance était claire. C'était de rajeunir l'équipe. Puis on l'a vu visiblement en 2020. Ils ont commencé à faire des échanges et essayer de ramener des plus jeunes, relâcher des joueurs de l'ancienne garde. Donc, on voit que c'est une équipe qui est en train de se reconstruire et puis de rechercher une autre identité, une nouvelle identité. Donc, avec ces nouvelles acquisitions-là, avec des jeunes joueurs,
Donc, ça nous en dit beaucoup. Puis moi, j'ai hâte de voir cette équipe-là quand elle va être mise sur pied, puis à quelle vitesse qu'elle va jouer, parce que des jeunes joueurs comme ça, international et puis puissants. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi l'objectif de M. Renard puis M. Thierry Henry. Parce que là, Kamal Miller, c'est un joueur quand même qui devrait s'imposer assez rapidement chez l'Impact de Montréal, je pense. Il devrait prendre sa place. Mihailovic, même chose. C'est un joueur qui, présentement, a eu quand même sa part de titularisation chez le Fire de Chicago. Donc, c'est un joueur qui est prêt à prendre la place dans l'alignement. Écoute, Kamal Miller, c'est un joueur, écoute, ils ont en retour 220, l'Impact a payé 225 000 $, donc, comme allocation. Donc, c'est pour te dire à quel point le joueur va avoir un impact sur l'équipe. Et l'acquisition de ce joueur-là, un joueur gaucher, un joueur avec beaucoup de puissance. Donc, on le voit, on a vu un peu les vidéos à la télé quand on nous l'a présenté. Un joueur très puissant qui est capable de monter balle au pied. Donc, en arrière, je pense que Thierry Henry avait besoin, dans son style de jeu, ce genre de joueur-là. Donc, il est allé chercher un joueur dynamique qui est capable d'être très agressif défensivement aussi. Donc, on a besoin d'avoir une défense rapide qui va vite vers l'avant, mais solide aussi défensivement pour revenir vers l'arrière. Parce que c'est un peu ce qu'on avait reproché, entre autres, à Zachary Broguillard cette année, d'être rapide à décrocher vers l'avant, mais défensivement, on avait effectué quelques reproches dans le jeu de Zachary Broguillard. Et la défensive de l'Impact, on la sentait un petit peu moins stable lorsqu'elle évoluait à 3 défenseurs. Ça se peut-tu qu'avec l'avenue de Kamal Miller, on se donne de la latitude pour pouvoir évoluer à 3, 4, voire même 5 défenseurs là, si on y va avec 2 latéraux? Mais c'était dans la philosophie de jouer de l'entraîneur. Donc, l'entraîneur, lui, quand il passait en phase offensive, il demandait à ce que ses latéraux soient très hauts offensivement et que l'équipe se retrouvait à 3 défenseurs. Donc, mais défensivement, dans la transition, ça a été très difficile pour l'Impact parce que les joueurs latéraux étaient pas assez rapides, je crois. Et donc, n'avaient pas peut-être autant l'expérience que ce qu'on recherchait dans le système de jeu. Je donne des hypothèses, OK? Donc, donc, à partir de là, Thierry Henry s'est assis sûrement avec M. Renard, puis il a dit, ben voici ce que moi j'aimerais avoir, puis ce qu'on recherche. Puis je suis sûr qu'ils sont tous dans la même philosophie de jeu, dans la même philosophie de pensée. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent mettre sur le terrain selon leur projet sportif. Donc, à partir de là, ils ont renforcé avec un Kamal Miller, ils ont renforcé avec un Zoran Basson, qui joue, qui était latéraux, lui, latéral droit. Donc, avec l'équipe nationale en Belgique, lui, quand j'ai suivi un peu son cheminement, ben, il est passé de milieu de terrain à latéral, en arrière. Donc, lui aussi, je pense qu'il va être un élément très important dans le système de jeu. Fait que là, on a fait des ajouts et on dit souvent, c'est pas la philosophie de tout le monde, mais moi, je pense que c'est une des bonnes. Au soccer, tu montes toujours ton terrain de l'arrière vers l'avant. Ouais. Je pense que l'Impact, justement, sont venus stabiliser là avec Miller, avec Bassong, avec Kiza, qui est arrivé également cette saison. Je pense qu'on est venu stabiliser quelques problèmes défensivement. Ça va être quoi les prochains besoins de l'Impact de Montréal? Parce que... Oui, vas-y. Vas-y. Non, mais tu poses une très bonne question, JS, parce que après, on entend souvent, on veut une équipe jeune. Oui. On veut une équipe qui est capable de jouer au ballon. Donc après, c'est quoi les objectifs à court terme? C'est quoi les objectifs à long terme? Donc moi, je pense que l'Impact à court terme, veulent bâtir une équipe jeune, rapide, dynamique, beaucoup de leadership,
qui représente un peu l'image de l'entraîneur puis de M. Renard. Et après ça, une fois que les éléments sont mis sur pied, donc à partir de là, combien de temps qu'on se donne pour atteindre un certain standard? Combien de temps qu'on se donne pour atteindre un certain objectif? Là, il faudrait qu'on commence à poser la question à M. Thierry Henry, c'est quoi les objectifs du club? C'est quoi les objectifs dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? J'ai pas vraiment, moi, depuis que je suis l'Impact, maintenant, je suis très intéressé avec ce qu'ils sont en train de rajouter. Puis, je sais pas vraiment c'est quoi l'objectif à court terme ou à long terme en ce moment. Toi qui as joué professionnel, est-ce que, parce qu'on sent là que l'Impact, tu le disais, ils veulent un club jeune, ils veulent un club affamé, un club qui a de la personnalité, du leadership. C'est un peu ce qu'ils cherchent. Olivier Renard s'en est pas caché. Toi qui as déjà été dans un vestiaire d'équipe professionnelle, est-ce que à un moment donné, l'équipe tient compte de ce que les partisans réclament sur le terrain ou normalement une philosophie d'équipe, ils la bâtissent puis ils disent on s'en va par là parce qu'on sait que il y a beaucoup de fans qui réclament un grand joueur, on veut un buteur, on veut, tu sais, Joël Saputo sortira 6 millions si ça coûte 6 millions, mais on veut un joueur qui marque des buts. Mais est-ce qu'à un moment dans un vestiaire pro, il y a quelqu'un qui rentre et qui dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe-là? Est-ce qu'on rajoute, on continue dans notre lignée ou est-ce qu'on fait plaisir aux fans, on rajoute un gros joueur? Écoute, puisque tu amènes la question, dans les 12 derniers mois, les amateurs de soccer à Montréal ont vu partir les défenseurs comme Bakary Sarnia, contrat non renouvelé, Ignacio Piatti, rentré en Argentine, Safi Taider, en Arabie Saoudite, Evan Bush, échangé à Vancouver. Donc, le message est clair. On a besoin de rajeunir cette équipe. On a besoin d'avoir une stabilité au niveau de l'effectif. Puis je pense qu'on a besoin aussi d'avoir une stabilité au niveau du staff technique parce que dans les dernières années, on a eu combien d'entraîneurs? Un par année. Un par année. Donc, à partir de là, on va commencer à nous donner des objectifs qui sont clairs. Parce que tout le monde veut gagner. Mais on s'entend que pour gagner, ça prend du temps. Ça prend du travail, ça prend un sacrifice, puis ça prend de la construction aussi. Ça prend de la construction. Donc là, on sait que l'Impact s'en va vers un vent jeunesse. Après, qu'est-ce que l'organisation nous réserve? Est-ce que c'est une organisation qui nous dit dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on veut atteindre la Champions League, on veut atteindre la Coupe MLS? Est-ce qu'on est une équipe qui va se battre? J'espère qu'on est une équipe qui va se battre à chaque année pour les playoffs. Parce qu'une fois qu'on est dans les playoffs, tout est possible. Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais à partir de là, on veut tous avoir une équipe compétitive. On veut avoir un beau soccer. Et puis, si l'Impact est clair avec les partisans, puis il dit, bon, nous, dans 3 ans, on veut gagner la Coupe MLS, ben, il faut que les partisans soient patients que dans 3 ans, on va être compétitif pour la Coupe MLS. Parce que là, présentement, l'Impact, ils ont 2 choix. Soit qu'ils s'alignent sur la réforme qu'ils font présentement et identifient les besoins comme ça, dans le sens que s'ils veulent une équipe jeune, peuvent dire, bon, nous, on a un problème là dans la transition, parce qu'on le disait, cette année, l'Impact a marqué, aurait pu faire plus, mais le problème était plus défensivement d'amener le ballon vers les attaquants qui avaient le rôle de finisseur. Donc, soit qu'on y va avec des jeunes pour cette relance-là et ce jeu de construction-là, ou soit qu'on rentre un joueur dominant et qu'on fait plaisir aux fans. Mais, encore une fois, tu le disais, cette équipe-là a besoin de stabilité. Donc, d'entrer, par exemple, un Hatem Ben Arfa, un Olivier Giroud, c'est un joueur sur lequel on ne pourra pas construire parce que c'est un joueur qui va être disponible 1 an, peut-être 2, et là, l'Impact devra reconstruire après le départ comme on a fait avec Drogba, comme on a fait avec Piatti. Donc, je suis pas sûr que d'amener ce gros joueur-là, c'est un besoin pour l'Impact présentement.
Écoute, on l'a essayé dans les dernières années depuis l'existence de l'Impact. Le plus proche qu'on est passé, c'est avec Drogba. Oui. Parce qu'il en a Puis passé des grands, là. Oui, Drogba, Divayo. Donc, ça nous a permis de voir du grand football international. Oui. Après, par la suite, pendant ce temps-là, il aurait fallu bâtir quand même, en sachant que, bon, à court terme, un Drogba va nous permettre de vendre des billets, un Drogba va nous permettre de remplir les stades, un Drogba va nous permettre de vendre des chandails. Mais en même temps, on doit bâtir pour être compétitif d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans. Et moi, j'ai aucun problème avec ça si l'Impact veut amener un joueur d'Impact pour 1 an ou 2 ans, mais qu'il se dévie pas de son objectif de rajeunissement et de bâtir l'équipe à long terme et d'avoir une stabilité. Parce qu'on peut toujours bâtir à l'entour. Un grand joueur dans le vestiaire, ça fait quand même du bien pour un jeune. C'est ça, exactement. Et si on dit, bon, on aurait besoin d'un milieu offensif, par exemple, pour prendre la place de Boyan, on est capable de signer un grand joueur tout en se disant, regarde, on sait qu'on a un besoin à cette position-là, donc faut former un jeune, faut aller chercher une relève pour que la journée que ce joueur-là s'en aille, on ait une transition en douceur et qu'on soit pas obligé de rebâtir le club. Définitivement. Puis, je pense que l'Impact s'en va vers ça. On peut pas se le cacher parce que l'arrivée de Mihajovic, excuse-moi si je le prononce, c'est Djordje Mihailovic. Exactement. C'est ça? Ouais. Donc, on voit avec l'arrivée de Djordje Mihailovic, l'Impact nous envoie un gros message en disant que, écoute, même s'ils sont jeunes, mais il y a quand même 73 matchs de jouer dans la ligue, 45 fois qu'il a débuté un match, il a pas loin de plus de 3000 minutes de jeu. Donc, un joueur international de l'équipe nationale américaine. Donc, je pense que ça devient quelque chose de très dynamique, mais jeune en même temps. Et puis, si c'est vers là qu'on va, puis on peut avoir un beau spectacle, tant mieux. Et puis j'espère qu'on va pouvoir, d'ici 2-3 ans, être compétitive, pour même un championnat de division, je dirais. Ça serait vraiment le fun. L'Impact va entamer sa nouvelle saison avec 10 jeunes, 10 joueurs de 23 ans et moins. Faut regarder donc les objectifs pour l'Impact. On le disait à court, moyen et long terme. On les sait pas, on peut spéculer, mais Olivier Renard et Thierry Henry ont pas sorti de plan fixe. Mais visiblement, le plan, ce qu'on sent qu'il va se passer chez l'Impact, c'est de recruter des joueurs, de les former et de les vendre. Je pense que la business du soccer est fait comme ça, la business de la MLS est fait comme ça. Et on pourra pas s'en sortir. Mais est-ce que l'Impact peut, à travers de ça, avoir l'objectif de gagner, ou si, avec 10 jeunes de 23 ans et moins, l'Impact devra avoir comme objectif de se battre pour une place en série pour encore quelques années? L'objectif doit être toujours à ce niveau-là, JF, je pense qu'on a déjà eu cette discussion-là, l'objectif doit être toujours de gagner. Hein? C'est sûr. Toujours avoir un résultat, parce que quand on gagne pas, mais les médias demandent pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Quand on gagne pas, mais les partisans n'iront pas, en ce moment, c'est peut-être pas le cas, mais les partisans suivront peut-être, n'iront pas au Stade Saputo, puis suivront peut-être un peu moins l'Impact de Montréal. Donc, c'est pas bon pour la business. On veut avoir une équipe compétitive, on veut avoir une équipe qui nous représente, parce que nous, les Québécois, on aime gagner, on aime avoir de la belle compétition. Oui. Donc, j'espère que l'Impact de Montréal va pouvoir rapidement nous mettre une belle équipe qui nous représente sur pied et puis qui va permettre à ce qu'on peut se dire, à nos jeunes un jour dire, regarde, tu as la chance de jouer pour l'Impact et puis l'Impact nous représente très bien et puis c'est le rêve de tout jeune Québécois, je crois.
Parce que là, le chemin, là, il s'ouvre bien, là, tranquillement, pas vite, là, avec la PLSQ, avec la CPL. Le rêve de la MLS devient de plus en plus accessible pour nos jeunes qui sont en formation. Mais si ils veulent justement caresser ce rêve-là, ben faut que l'Impact soit en mesure de battre des clubs comme Toronto une fois de temps en temps et justement accéder aux séries plus souvent qu'autrement. Dans les dernières années, on a été exclus des 3 dernières saisons. Cette année, on est rentré un petit peu par la porte d'en arrière, mais l'Impact était là, puis on l'a senti, ça l'a fait du bien à l'Impact de Montréal. Écoute, non seulement ça fait du bien, mais moi, personnellement, je peux te dire, JF, ça me fait du bien. Parce que dans les dernières années, j'étais un peu... découragé. Oui, découragé de suivre un peu, de voir que on amenait souvent des joueurs en fin de carrière. Des joueurs que moi, personnellement, je savais pas à quel niveau ce joueur-là vraiment avait joué ou internationalement parlant. Mais que pour moi, dans notre cours, je pense qu'on pouvait avoir ce genre de type de joueur. Si le travail était fait ou si le travail était bâti à travers ça. Donc, aujourd'hui, on a vu une nouvelle garde sous les ordres de Thierry Henry. Et l'Académie de Montréal aussi, on voit une nouvelle garde. Donc, je peux te dire, je pense que c'est la fin d'une époque chez l'Impact de Montréal. On va même avoir une nouvelle identité. On l'attend toujours. On l'attend toujours. Oui. Ouais. Donc, je crois vraiment qu'on s'en va vers quelque chose de très, 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 très intéressant pour la communauté québécoise, footballistiquement parlant, qui aime le foot. Et puis, je pense que c'est le temps maintenant de tous les Québécois se mettre derrière leur équipe puis suivre l'équipe. Et est-ce qu'il faut accepter de vivre un peu avec les défauts des joueurs? Puis je m'explique, Arius, puis on va terminer avec ça. Mais je prends par exemple le travail de Wanyama cette saison qui a été quand même critiqué sur son implication offensive. Je pense que défensivement, tout le monde était à l'aise avec le travail de Wanyama, mais plusieurs disaient, bon, il est un petit peu nonchalant offensivement, puis d'aller attaquer le ballon, c'est pas facile. Mais d'un côté, je me dis que du côté de l'Europe, on a les 5 grands circuits majeurs au monde sont en Europe. Si un Victor Wanyama, par exemple, n'avait pas cette, je vais oser dire, cette faiblesse de s'impliquer offensivement, il serait pas avec l'Impact de Montréal. Si le joueur serait parfait, il ferait partie des 5 grands circuits européens. Il serait pas en MLS. Écoute, MLS est encore une ligue très jeune. Qui se positionne encore. Qui se positionne encore. Puis je crois qu'il y a des clubs comme LAFC, LA Galaxy dans le passé. On l'a vu Seattle Sounders qui ont démontré quand même qu'ils ont pu attirer des grands joueurs. Puis qui ont des DC United, qui ont attiré un Wayne Rooney, même si qui était en fin de carrière, mais moi j'ai eu la chance de voir Wayne Rooney jouer. C'était vraiment de toute beauté. Un joueur. Oui, donc la compréhension tactique du jeu. Donc tu vois, lui à un certain niveau, son niveau de compréhension du jeu était beaucoup plus avancé que la majorité des joueurs dans la MLS. Les défenseurs, malgré son âge, il avait souvent une fraction de seconde plus vite qu'eux à cause de son expérience avec Manchester United et jouer des matchs de Ligue des Champions et en a marqué des buts. Donc, tu parles de Wanyama, ben c'est un peu ça. Donc, je te fais un peu l'analyse, c'est comme oui, tu as raison. S'il avait le niveau pour être en Europe, il serait en Europe. Donc, on a eu plusieurs joueurs qui sont passés par l'Impact, que l'année après, ben, ils sont retournés en Europe. Parce qu'ils se sont donné la chance d'avoir du temps de jeu. Puis la MLS, c'est une place, je pense, c'est une ligue
qui est très intéressant pour le développement des joueurs, pour la visibilité des joueurs. Puis, si on prend l'exemple parfait de Alphonso Davies, à 15 ans, qui a eu la chance de jouer dans la MLS, puis qui lui a donné beaucoup d'expérience de jeu avec des hommes, donc qui lui a permis de bien s'intégrer par la suite au Bayern. Exactement. C'était un peu la même chose pour Jonathan David, on l'a pas vu en MLS, mais c'était un peu la même chose. A connu quand même les grands terrains avant de signer avec Lille. Fait que c'est des choses comme ça qui font évoluer les joueurs. Voilà, puis comme tu l'as si bien dit puis le mentionné à plusieurs reprises, JF, si l'Impact est capable les 4 jeunes qui viennent de signer, puis leur donne du temps de jeu, puis ces jeunes-là se développent très bien, un Barcelone ou un Bayern qui s'intéresse à eux, ben tant mieux, on le transfère, puis ben ça va permettre au compte de banque de remonter un peu. De remonter un peu, exactement. Et d'éclipser cette pandémie-là, ça a dû faire mal cette année. Là. Voilà, parce que Vancouver Whitecaps a eu 22 millions pour le transfert de Alphonso Davies. C'est quand même de l'argent intéressant. C'est quand même l'argent intéressant pour les académies. Excellent. Hey, ça fait déjà le tour pour le podcast de ce soir. Hey, un gros merci, Jeff. Puis je vais profiter de l'occasion pour souhaiter joyeuses fêtes à toute la famille du foot au Québec et à toi aussi, à ta famille. Et puis passez des bonnes fêtes. Et puis soyez prudents et puis restez sages. Excellent. On se retrouve en début d'année 2021, Arius. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci à toi. Bye bye. C'était donc encore une fois pour le podcast. Donc, dernier de la saison, je vous souhaite de passer des excellentes fêtes. Joyeux Noël, bonne année à vous tous. On se retrouve au début 21. On va avoir un gros line-up parce que moi et Arius, on travaille vraiment là à peaufiner un peu ce podcast-là. Puis on se parle des invités qui seraient intéressants de partager avec vous puis tout ça. Fait que on va avoir du monde intéressant en début d'année. Ça, c'est garanti. Donc, restez là bien branchés avec nous. Vous êtes avec Jeff et Arius dans le podcast BBN. À la prochaine, tout le monde.